bonjour à tous. Merci d'être encore là. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous pour parler de scale, enfin non, passage à l'échelle. Quand même, on va essayer d'éviter tous les anglicismes sur donc cette thématique entre local et global, France, Europe, ES qui mène la danse. Et donc, bien, les présentations ont été faites, donc c'est parfait. Mais donc Géraldine, tu nous reviens tout droit de New York, associée donc French Founders et le fonds. Johan Attal, cofondateur d'Agora, ils en disaient. Donc là, toi, tu connectes start-up, grand groupe, talent, tout ce petit monde à travers le monde. Et Thibaut Serrol, associé chez Atomico, en charge de, toi, plutôt partner, mais en charge de la partie grosse accélération. Donc, on dit que tu es un operating partner. Et puis, tu as travaillé, on en reparlera un peu chez Snowflake. Donc, tu connais aussi un peu tous ces enjeux de passage à l'échelle. Écoutez, je suis ravie. Alors, je vais commencer par une question. Je vais un peu casser l'ambiance, mais bon, c'est évidemment pas la fête dans la French Tech depuis 18 mois, 2 ans, même maintenant. On n'en parle plus, voilà, il y a moins de financement, on parle plutôt de licenciement, de réduction des coûts. Du coup, est-ce que c'est vraiment le moment de passer à l'échelle ou c'est peut-être mieux de rester chez soi? Allez, Thibaut? Allez, je commence. Bonsoir à tous. Écoute, est-ce que c'est pas la fête? C'est plus compliqué. Le fait est que jusqu'en novembre 2021, quand on avait des solutions qui étaient nice to have, on arrivait à trouver des clients, on arrivait à trouver des financements, et on a eu ce shift depuis l'automne 2021 où forcément on se focus sur la profitabilité. Donc, est-ce que c'est pas la fête? Il y a du financement, il y a de l'argent, il y a des fonds à déployer. Donc, en fait, l'argent est là pour pouvoir investir sur les sociétés qui en tout cas méritent ce type d'investissement. Je ne dis pas que toutes les sociétés ne méritent pas, mais est-ce qu'aujourd'hui, il faut avoir des solutions qui sont différenciées et l'argent est là. Est-ce que c'est le bon moment pour le passer à l'échelle? Oui, mais ça dépend. Il faut être précautionneux, c'est-à-dire qu'il faut faire des choix qui soient vraiment justifiés et en général gérer ça sur la génération de pipe. Parce qu'auparavant on se disait tiens, je vais aller aux États-Unis, Géraldine le connaît probablement mieux que moi, on va aller aux États-Unis, on va vite s'implanter, mais il faut toujours le générer en fonction du pipe, en fonction des opportunités et éventuellement avoir déjà des clients actifs avant de pouvoir sauter le pas. Donc l'échelle mesurée, justifiée, elle est encore possible. Mais je te rejoins tout à fait sur ce point-là, c'est-à-dire que je crois que sur les années passées, c'est pas une question. Enfin, il y avait une euphorie absolument dingue où un certain nombre d'entrepreneurs se sont absolument pas posé la question de leur marché réellement, comme tu dis, le pipe, les clients, et qu'aujourd'hui simplement on est revenu à des basiques de qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, qu'est-ce que c'est qu'entreprendre et comment je développe ma boîte, qui font que, tu le dis très bien, les bonnes boîtes sont quand même financées, l'argent est là, et si l'argent est là, le déploiement il peut être là aussi, pour les bonnes raisons. Donc c'est pas se replier sur soi-même et se dire ouh là là, c'est pas le moment d'aller à l'international ou de me déployer. C'est simplement d'avoir les bonnes ambitions pour sa boîte avec le bon momentum et les bonnes métriques effectivement de profitabilité notamment. Et d'un point de vue opérationnel, nous chez Agora, on est basé dans 7 pays et on a des clients dans 22 pays différents. C'est jamais la fête en fait dans n'importe quel pays quand on a sa boîte. Par contre, le fait d'être un peu partout dans le monde et d'être pas à un seul endroit, on est beaucoup moins dépendant des crises locales. Chez Agora, par exemple, on était à Hong Kong en 2019 quand on a eu les émeutes à Hong Kong. On a perdu en quelques semaines 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Heureusement, on avait un business à Singapour et qui a explosé à ce moment-là, qui a compensé. Sur 14 ans, à chaque fois que c'est pas la fête à un endroit, c'est la fête ailleurs. Et plus on est présent globalement, moins on a ces risques locaux d'économie locale. Donc c'est plutôt le bon moment, je trouve, pour s'étendre et aller voir des endroits où c'est peut-être un petit peu plus agréable en ce moment. Et bon, au-delà de la crise, quand même, nous, la French Tech est devenue quand même, on va dire, elle est mature, mais en tout cas, ça fait une quinzaine d'années. Et puis, on a même fêté, d'ailleurs, les 10 ans de la mission French Tech fin d'année dernière. Et est-ce que, toi, tiens, Géraldine, qui connais bien tout ce monde-là depuis un petit moment, est-ce qu'aujourd'hui, les entrepreneurs français, tu trouves qu'ils sont devenus vraiment maintenant, ils pensent tout de suite global, ou peut-être européen, plus qu'avant ou pas? Je pense qu'il y a eu une grosse évolution sur les 5-10 dernières années où aujourd'hui on voit des entrepreneurs qui comprennent en fait qu'ils peuvent déployer un certain nombre, alors si je parle pour les Français, mais un certain nombre de choses dans le laboratoire France,
passez-moi l'expression, mais je pense qu'on a une chance folle en France pour les entrepreneurs, c'est qu'ils ont un marché qui a une certaine taille, ils peuvent tester du B2B, ils peuvent tester du B2C, ils peuvent déployer des choses. Je fais une parenthèse, je parle vraiment de l'entrepreneuriat à titre VC. C'est est-ce que je suis dans un VC play? Je ferme la parenthèse. Donc pour cela, ils ont une chance en France et ils ont compris que en fait d'être sur que la maison c'est la France, mais le playground et pardon pour les anglicismes, mais le terrain de jeu peut être le monde, peut être les États-Unis. Pour le coup, ça a vraiment changé sur 5-10 dernières années et qu'en plus ils ont la capacité de le faire à la fois dans l'offre de financement early stage, mais aussi dans les équipes, dans les talents qui sont à la disposition des équipes en France. Et toi Thibaut, comment tu le vois dans peut-être le portefeuille d'Atomico? Est-ce que tu vois aussi des différences entre, je sais pas, les Français, les Anglais, les Espagnols? Ouais, écoute, déjà, je te rejoins sur beaucoup de points. Alors des différences, moi, j'ai quitté la France il y a 10 ans, justement parce que j'étais frustré par rapport à l'écosystème international et que pour occuper un rôle international et en tout cas européen, il y avait plus de jobs de patrons européens de boîtes de software en Angleterre qu'en France. Donc effectivement, comme tu disais très justement, Géraldine, ça a énormément évolué. Maintenant, il faut quand même prendre conscience que, effectivement, la France, c'est un grand marché. Donc c'est un marché sur lequel, mais il faut pas que ça soit trop confortable. C'est-à-dire qu'en fait, on a la chance d'avoir la France comme un marché, d'avoir éventuellement beaucoup de clients. Mais il ne faut pas qu'on se repose forcément là-dessus. Déjà parce que la France, elle est en concurrence avec d'autres pays. On n'est pas les seuls à avoir un bon écosystème de start-up. Berlin et Barcelone. Barcelone devient un hub extrêmement important de start-up aujourd'hui, avec un environnement très international, très marqué. Il y a une petite anecdote, parce que je regrette un peu, parce que même si on a évolué, on reste quand même un peu franchouillard de temps en temps. Et en fait, il y a 2 semaines, j'étais à Berlin et j'ai fait un dîner avec 10 fondateurs allemands. J'étais le seul Français. Pendant tout le dîner, tout le monde a parlé anglais. Pendant tout l'événement, ils se parlaient anglais entre eux. 2 jours après, j'étais à Paris. Et on était inversé parce qu'après, il y avait à peu près 9 Français et il y avait probablement 2 Anglais qui étaient dans un Anglais, un Allemand. Et le résultat, c'est que les Français, ils parlaient ensemble en français. Et le reste, effectivement, quand ils parlaient à la personne, ils essayaient de parler en anglais. Mais je pense qu'il faut avoir une culture internationale. Et il y a ce côté-là dans les pays, même à Barcelone ou à Berlin. C'est-à-dire qu'on a un environnement anglophone extrêmement important. Et du coup, on embrace, on arrive à avoir beaucoup plus d'accueil international. Il faut qu'on sorte un peu du côté franchouillard. Même si on a beaucoup progressé, je pense qu'on l'est encore un petit peu. Et toi, Johan, tu l'avais déjà, ce mindset, je vais tout de suite à l'international ou pas à l'époque? Alors, à l'époque, quand j'ai créé Agorize il y a 14 ans, c'était un peu avant le début de la mouvance start-up, etc. On a commencé ici, d'ailleurs, parce qu'on était au camping saison 1, qui était au Palais Brognard. Et c'était le moment où tout le monde disait « think global », désolé pour l'anglicisme. On devait penser sa start-up globale dès le début. Et du coup, on était vraiment dans ce mindset-là dès le début. Maintenant, ce dont je me suis aperçu assez rapidement, c'est que d'aller au niveau européen ou d'aller vraiment au niveau global, c'était peut-être parfois plus dur d'être au niveau européen que de trouver des clients parfois en Amérique du Nord, en Asie ou sur d'autres zones géographiques dans le monde. Donc global oui, européen je pense que jamais. Et tu dis ça parce que différence de langue, tout ça, de culture ou de réglementation en Europe, c'est... Ouais, exactement. Alors niveau européen, les différences entre la France et les autres pays tout autour, il y en a énormément, autant culturelles que parfois on va être sur des marchés qui sont assez petits, là où quand on va aller cibler l'Asie, quand on va aller cibler les États-Unis, on va cibler des marchés qui sont beaucoup plus gros, où on peut passer à l'échelle justement beaucoup plus rapidement. Donc à partir du moment où on va contacter ces personnes en remote, à distance, qu'on le fasse avec des personnes qui sont à Berlin ou qui sont aux États-Unis ou à Singapour, ça change pas grand-chose si ce n'est le décalage horaire. Et de notre côté, chez Agorize, ça a beaucoup mieux marché. On a tout de suite pu parler à des clients qui étaient beaucoup plus gros, à beaucoup plus grosse échelle, qui étaient présents sur des hubs d'innovation pour nous, parce qu'on vend des solutions d'innovation. Donc des hubs d'innovation qui sont beaucoup plus importants, si on parle de Singapour, que les autres pays et capitales européennes, par exemple. Donc ça nous a permis, en effet, d'aller beaucoup plus vite en ciblant des zones hors d'Europe.
Ok, alors fin 2023, j'y reviens encore, mais encore cet anniversaire de la French Tech, mais c'était un peu le bilan. Et donc la mission French Tech a même publié une étude donc, sur les défis des startups françaises dans les 5 à 10 années à venir. Et il y a 95% des répondants qui envisagent de se développer donc, hors de la France. Et sans grande surprise, la première destination, évidemment, les États-Unis. Alors Géraldine, évidemment, je prêche une convaincue. Hein, mais est-ce que c'est vraiment le passage obligé ? C'est pas le passage obligé, mais c'est un joli marché. Et je crois qu'à partir du moment où on est amoureux du marché versus amoureux de son produit, le passage aux États-Unis permet vraiment de passer à l'échelle et de scaler grandement une boîte. Le gros avantage, et c'est ce que tu disais vis-à-vis de l'Europe, c'est que à partir du moment où on est accompagné, qu'on comprend exactement, enfin en tout cas suffisamment ce qu'il faut faire, le déploiement est possible et il est possible à très grande échelle. Et c'est ça qui change tout. Donc c'est un passage obligé pour les boîtes qui se pensent globales. Maintenant, j'ai absolument aucune connaissance sur l'Asie et je m'aventurerai pas à dire Asie versus les US. Mais en tout cas, oui, dans la tech, il y a de la place pour des Européens aux US. Thibaut, toi qui étais dans une grosse boîte aux US, comment on fait quand on est une petite start-up ? Il y en a peut-être ici qui veut débarquer là-bas. Est-ce que on peut arriver, genre, je vais pas dire les mains dans les poches, mais c'est quoi un peu les prérequis ? Ouais. Tu veux dire pour les États-Unis ou pour oui. Alors, bon, déjà. Les prérequis, c'est qu'il faut regarder est-ce qu'on est capable d'adresser ce marché. Donc en fait, c'est ce que tu disais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire je vais aller forcément aux États-Unis, c'est la poule aux œufs d'or, l'Eldorado américain. C'est l'Eldorado américain parce qu'il y a un marché adressable qui est beaucoup plus gros. Et c'est des gens qui sont prêts à prendre des risques sur des technologies peut-être plus que des pays européens. Donc dès lors qu'on a, il faudrait qu'on puisse arrêter ce téléphone. Dès lors qu'on a compris qu'on a un marché effectivement adressable et qu'on est capable d'y aller, c'est intéressant. Maintenant, ça coûte de l'argent d'aller aux États-Unis. Les salaires ont complètement explosé. Donc aujourd'hui, on est sur des salaires qui sont complètement irrationnels sur des profils commerciaux, par exemple, aux États-Unis. Et c'est des choses qu'il faut. Merci. C'est des choses qu'il faut prendre en compte parce que ça peut avoir des coûts qui sont très importants. Aussi, la difficulté, c'est quand on ouvre les États-Unis et qu'on a toutes nos activités qui sont en Europe, il faut être capable de gérer les équipes à distance et avoir des gens qui sont suffisamment autonomes et qui travaillent à distance. Donc le marché, oui, mais il y a beaucoup de sociétés européennes, pas que françaises, qui s'implantent là-bas. Il y a 4 semaines, j'étais à New York et j'y retourne la semaine prochaine. Tous les rendez-vous que j'ai faits, ce sont des Européens, des Français, des Allemands, des Anglais, des Espagnols. Il y a beaucoup moins. Enfin, il faut voir que l'écosystème de start-up européen est en train de surpasser les États-Unis. Naturellement, il y en a beaucoup qui se mettent aussi à New York parce que ça facilite l'accès. Mais c'est en train. Il y a encore un vrai vivier et une vraie chance de société européenne dès lors qu'il y a un marché qui correspond à ce que vous vendez d'aller sur place. Oui, je pense qu'il faut être accompagné aussi. Je pense que c'est très important parce que le gros piège, ce qui est très piégeux aux États-Unis, c'est qu'on a l'impression que c'est exactement comme ce qu'on pourrait faire ici en France ou en Europe. Et en fait, sur tous les domaines, c'est différent. Et il y a beaucoup de choses à apprendre, à réapprendre ou à comprendre. Et pour le coup, en tout cas, dans la manière dont on fonctionne, nous, avec notre fonds d'investissement, c'est surtout sur l'accompagnement. C'est de dire, culturellement, il faut comprendre, les équipes, il faut comprendre, comment vendre un produit, ça change, le onboarding est différent. Donc, je pense qu'il faut y aller préparé avec ce mindset de se dire, ok, je pars presque d'une page blanche avec les acquis qu'on peut avoir eu sur son marché initial et construire de cette manière-là. Toi, Johan, tu as été accompagné ? Alors nous, pour les États-Unis, justement, le principal problème, c'était le coût des sales, parce qu'on a fait quelques offres d'emploi et on s'est dit qu'on allait les laisser ouvertes. On a créé une équipe au Canada en se mettant du coup sur les fuseaux horaires américains à Montréal, comme ça on n'était pas trop loin de différentes villes américaines, notamment de New York, avec pas mal d'allers-retours, aussi avec Toronto, qui est un très bon hub d'innovation aussi pour nous, avec des clients qui sont très intéressants.
Ça s'est très bien passé pour nous au Canada. Après, ce qui est très difficile quand on veut aller à l'échelle assez vite, c'est vraiment ce que tu disais, c'est d'arriver à gérer humainement les différentes personnes, parce que on peut pas être dans tous les pays en simultané et d'avoir des équipes qui se créent à plusieurs endroits dans le monde, c'est pas simple. Donc nous, typiquement, l'équipe au Canada, au bout d'un moment, on a fait le choix de les rapatrier plutôt en Europe et de continuer notre développement américain. Aujourd'hui, on gère à peu près 15% en Amérique du Nord de notre business, totalement depuis la France et pas en étant présent localement. Après, on sait bien que pour aller plus vite et se développer réellement là-bas, il faudrait un jour investir. Mais du coup, si on y va, il ne faut pas y aller à moitié. Il faut mettre des vrais investissements et être accompagné par des experts qui existent. Et là, tout à l'heure, Thibaut mentionne aussi New York. Toi, Géraldine, tu as vécu à San Francisco. Maintenant, tu es plutôt team New York. T'as un conseil à dire, il faut plutôt effectivement aller à New York parce que c'est plutôt les gens qui sont là, ou il faut aller à San Francisco parce que il y a les techs, c'est le produit. Là aussi, ça a beaucoup évolué sur les 10 dernières années, je trouve. C'est-à-dire que quand moi j'ai bougé aux US en 2006, c'était vraiment ça, c'était San Francisco et San Francisco. Enfin, on s'est même pas posé la question de savoir si on bougeait à New York. Et en fait, aujourd'hui, je crois que ça a beaucoup shifté. Les cryptos et le Web3 ont envoyé un signal que New York n'était pas qu'un endroit où on faisait du business, mais c'était aussi un endroit où on pouvait faire du produit. Force est de constater, moi ça fait 3 ans que je suis à New York, il y a de plus en plus d'entrepreneurs avec des produits, tu le disais, on se pose plus la question de savoir est-ce que je dois développer mon produit à San Francisco ou à New York. Et clairement, quand on a des équipes en Europe, l'énorme avantage de New York, c'est le décalage horaire. C'est qu'on est à 6 heures de décalage. Ça permet vraiment de pouvoir coordonner avec ses équipes. Alors, je dis pas que le Play San Francisco est complètement idiot, hein, mais il est différent. On est à San Francisco, on est vraiment dans cette innovation, dans cette création de produits. Et puis, il y a peut-être un petit peu moins de place pour les Européens. La Silicon Valley est une cour d'école qui est très fermée, où tout le monde se regarde. L'extérieur regarde beaucoup, mais eux regardent pas beaucoup vers l'extérieur. Et il me semble que c'est un petit peu moins vrai maintenant. Enfin, en tout cas, que c'est pas vrai à New York, qu'il y a beaucoup plus de diversité. Donc, ouais, j'aime bien New York. Je vote New York pour l'installation aux États-Unis pour les Européens. Thibaut, tu es d'accord ? Non, je suis d'accord, bien sûr. En fait, c'est un peu... Bon, alors Londres, maintenant, c'est un peu le vilain petit canard mais de l'Europe, depuis le Brexit. Mais il y a un côté cosmopolite à Londres. Bon, maintenant, il y a d'autres villes comme Berlin et Barcelone. Mais il y a ça à New York aussi. Et en fait, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Parce que moi, j'ai travaillé quasiment sur des sociétés... je m'occupais de l'Europe pour des sociétés de software, principalement dans la vallée. Donc j'allais tout le temps à San Francisco. Déjà, c'est compliqué quand on est européen. Et en fait, il y a quand même un shift culturel. C'est-à-dire que quand ils ont l'impression, ils ont encore, hélas, l'impression que c'est exactement la même chose de travailler en Italie que de travailler en France. Et je dis pas toutes les sociétés, mais il y a encore ça. Il y a moins ça quand même côté New York. Il y a quand même une société beaucoup plus cosmopolite. Ouais. Donc je vote New York aussi. Oui, Johan, alors, tu es obligé de répondre. Je vote Singapour, Johan. Côté client, je pense que ça dépend vraiment quel est le type de business model qu'on a, le type de marché qu'on a. Nous, on travaille avec des grands comptes. Pour nous, logiquement, on a beaucoup plus de clients à New York, donc je rejoins l'équipe New York aussi. Maintenant, ça dépend vraiment, je pense, du modèle de l'entreprise, du type de marché qu'elle a. Est-ce que c'est B2B, est-ce que c'est B2C ? Mais c'est clair que pour une entreprise comme Agora, c'est Singapour, mais après, c'est New York. Bon, après, tout le monde veut peut-être pas forcément aller aux États-Unis. L'Europe, c'est bien aussi, déjà, de créer des champions européens. Toi, Thibaut, je disais donc tout à l'heure, quand tu étais chez Snowflake, tu as ouvert plusieurs pays en Europe. C'était quoi un petit peu les erreurs que tu as pu rencontrer quand, voilà, alors je sais plus dans quel ordre en plus tu les as ouverts. Mais... Ouais, alors, moi j'ai démarré en fin 2016. Donc ce qu'il faut voir, c'est que, alors tout à l'heure tu disais, est-ce qu'on est capable de concurrencer des très gros compétiteurs. Le fait est que quand je suis arrivé, les gens pensaient qu'on vendait des glaces quand même. C'est une vraie, parce qu'en fait, quand on est à Londres, il y a des magasins qui vendent des glaces, ça s'appelle Snowflake, et donc c'est une vraie histoire. Donc j'ai rejoint quand la société est évaluée 200 millions de dollars, ce qui paraît important, mais pour une société américaine de cette ampleur qui en fait 55 milliards aujourd'hui, c'était le gros démarrage. Il y avait à peu près une vingtaine de personnes sales. Donc j'ai démarré toutes les activités en Europe.
D'abord en Angleterre, donc en fait, c'est vrai que les Américains ont encore ce réflexe de dire si je vais en Europe, le premier hub, ça reste l'Angleterre. Ça a un peu shifté depuis le Brexit, mais ça reste encore le cas. Et donc après l'Angleterre, bien entendu, on voulait s'étendre, mais comme je le disais, on a toujours lié ça à la génération de pipe, le fait d'avoir, et on a appliqué le même playbook. C'est-à-dire qu'après l'Angleterre, j'ai ouvert les Nordics, l'Allemagne, la France, et en tout 14 pays, le temps que je sois resté chez Snowflake. Et ça a été toujours en se disant, il nous faut un minimum de 5-7 clients actifs référençables sur le marché. Il faut qu'on ait un réseau de partenariats. Alors, c'est pas le vrai pour toutes les sociétés, mais nous, en l'occurrence, on a besoin de réseaux de partenaires locaux. Et donc, on crée le réseau de partenariats avant de s'implanter. Et donc, du coup, comme ça permettait d'avoir déjà un matelas de gens qui étaient capables de parler du produit avant qu'on puisse investir et mettre des équipes sur place. Donc, on a fait l'Allemagne, la France. La France, c'était pas facile. Donc, même si j'avais une excellente équipe en France. Pourquoi ? Parce qu'on était sur un marché de remplacement de solutions legacy assez gros. Et en fait, tant qu'on n'a pas une société du CAC 40, c'est quand même un peu compliqué. Et ça, c'est très français d'avoir cet état d'esprit. Et donc, ça a pris un peu plus de temps. Et l'erreur que j'ai fait en Europe, c'est en Espagne. En Espagne, j'avais fait ça en fait en général en prenant un pod. On avait 2 sales, un pre-sales et un SDR et puis une personne du marketing. Donc on avait toujours cette équipe qui démarrait le pays. On avait fait ça sans leader en Espagne. Et en fait, sans leader en Espagne, sans avoir quelqu'un qui est vraiment un poste de hiérarchie et qui dirige l'équipe, ça a été difficile. On a perdu presque 1 an en Espagne. Donc c'est des erreurs comme ça qu'on apprend au fil de l'eau. Et d'où l'importance, comme disait Géraldine, d'avoir du soutien et des conseils. Donc ça évite ce genre de choses. Je crois qu'il y a un mot qui est super important dans ce que tu viens de dire, c'est le déploiement avec un playbook. Et c'est quelque chose qu'on voit assez peu dans l'état en tout cas que je vois plus chez les Américains. Enfin, vous êtes venus ici, mais qu'en Europe. Et c'est vrai que c'est important de savoir où on va et de se dire, ça, je peux le dupliquer. C'est ça, en fait, ce qu'elle est. C'est je peux dupliquer sans à chaque fois réinventer from scratch tout, et justement avoir des ajustements, comme tu le dis, avec l'Espagne où il te fallait finalement un leader. Mais et le déploiement en Europe, je pense qu'il faut vraiment l'avoir avec cette notion de playbook et comment j'y vais bien paramétré. Je suis d'accord avec cette notion de playbook, mais je trouve que c'est peut-être aussi une dimension de taille qui fait qu'on peut le faire avec des playbooks ou pas. Nous, par exemple, à notre échelle, on est beaucoup plus petit que Snowflake quand on a voulu se développer à l'international. Et ça a été aussi beaucoup par des opportunités qu'on a eues. Parce que tu le dis, ce qui est clé, c'est les personnes qu'on envoie, les personnes qui vont gérer localement. Je suis d'accord à 100%. Et c'est vraiment le plus important. Par exemple, je parle de l'Asie depuis tout à l'heure. J'ai aucun lien particulier avec l'Asie. J'avais jamais imaginé spécialement déployer Agorize en Asie il y a 14 ans quand on a créé Agorize. Et en fait, il se trouve qu'on l'a fait aussi parce qu'un jour, notre meilleur sales nous a dit écoutez, j'adore Agorize, mais j'ai envie de partir vivre à Hong Kong avec ma famille. Voilà, on a décidé ça. On lui a dit ok, pas de souci, mais tu développes Agorize là-bas. Et c'est vraiment comme ça qu'on a commencé, alors qu'on savait que une zone qui nous intéressait, c'était plutôt Singapour que Hong Kong. Lui voulait partir à Hong Kong. On lui a dit, c'est pas grave, essaye de développer là-bas et puis on voit ce que ça donne. Alors bien sûr, on le fait avec des modèles qui sont très à la performance, comme ça la boîte prend pas trop de risques à notre taille et on voit ce que ça donne. Il se trouve que ça a super bien marché. Il a bien développé la boîte à Hong Kong, beaucoup en utilisant le réseau de la French Tech d'ailleurs au début, en travaillant avec des clients français qui sont qui étaient basés à Hong Kong. Puis de fil en aiguille, on a eu des clients locaux. Ensuite, il y a eu la fameuse crise en 2019 qui a fait que quasiment du jour au lendemain, on a perdu notre activité à Hong Kong et une partie de l'équipe, heureusement, était partie à Singapour entre-temps. Et c'est comme ça en fait qu'on s'est retrouvé à Singapour. Donc honnêtement, on n'avait pas du tout de playbook quand on est parti là-bas. On avait l'intuition qu'il y avait un vrai marché pour nous parce que Singapour, c'est une des plus grosses places de l'innovation au monde. Et l'Asie était un continent qui voulait, ce qu'il nous disait à l'époque, c'est qu'il voulait plus être vu comme les copieurs en innovation du reste du monde, mais il voulait être la source d'innovation qui allait être copiée par le monde dans le futur. Donc nous qui proposons des solutions d'innovation, ça nous intéressait vraiment. Donc on avait cette intuition, on n'avait pas de playbook, mais une opportunité. Et c'est comme ça qu'on a créé nos bureaux là-bas. Et c'est exactement le même modèle qu'on a eu au Canada. C'est-à-dire qu'on savait que les États-Unis, ça nous intéressait, qu'on ne pouvait pas y aller parce que c'était trop cher au stade où on était. Et c'est une autre salariée qui était une excellente performeuse qui voulait partir vivre là-bas. Et on a dupliqué ce modèle qui avait bien marché à Hong Kong, au Canada. Et c'est comme ça qu'on a créé les 2 zones.
Et justement, la difficulté qu'on a, c'est le jour où ces personnes-là, pour diverses raisons, partent de la société, comment on fait pour garder une structure assez forte localement. Et donc, c'est toute la difficulté. C'est pour ça que chez Agorize, il y a des zones qu'on a réussi à bien solidifier. Et on s'est dit, plutôt que d'être sur trop de zones en simultané, on va garder que quelques hubs locaux. Et sur d'autres zones géographiques, on a regroupé au sein d'un seul pays. Par exemple, on était très présent en Allemagne avec une dizaine de personnes en Allemagne. Aujourd'hui, les Allemands, on a des Allemands qui sont dans nos bureaux à Paris. On travaille tous ensemble dans les bureaux à Paris. Et c'est beaucoup, beaucoup plus efficace qu'avoir une équipe divisée sur trop de géographies différentes, à notre taille d'Agorize. Ouais, c'est bien sur l'Asie, parce que c'était pas du tout dans l'intitulé de la table ronde, mais on voit de plus en plus de boîtes qui y vont. Et qu'est-ce qui fait, tiens, peut-être Thibaut, je sais pas si vous en accompagnez chez Atomico, et pourquoi peut-être on pense pas systématiquement à ce continent? Non, alors on pense. La seule chose, c'est que ça dépend. C'est toujours pareil. Ça dépend. Est-ce que le marché adressable est un marché intéressant pour la société? Donc typiquement, on a investi récemment dans DeepL. DeepL, c'est des solutions de traduction. Un de leurs gros marchés, c'est le Japon. Donc une des raisons pour lesquelles ils ont investi, on a pu investir avec eux, c'est parce qu'on avait des relais locaux d'entrepreneurs qui pouvaient aider à développer le Japon. Maintenant, je ne te cache pas, on n'a pas non plus une expertise Asie. Et c'est vrai qu'on a quand même beaucoup plus de réflexion aujourd'hui, de se dire tiens, le prochain marché, ça sera, que ce soit sur des boîtes d'AI, de data ou d'autres activités, même sur le healthcare, en général, c'est les États-Unis. Donc ça commence, mais ça dépend des marchés. Et toi, Johan, comment est-ce que après une fois, donc tu as bien raconté Hong Kong, Singapour, comment après tu as scalé justement là-bas? Parce que est-ce que c'est au final aussi compliqué que l'Europe, parce qu'on est quand même sur des géographies très différentes aussi? Alors, on est sur des géographies assez différentes. Maintenant, la force de l'Asie, notamment à Singapour et à Hong Kong, il y a beaucoup de très grosses boîtes internationales qui sont présentes localement. Il y a des entreprises locales qui sont des énormes conglomérats comme on n'a pas en Europe, qui sont vraiment énormes. Donc rentrer juste dans un compte, parfois, c'est l'équivalent d'avoir 50 grands comptes en France. C'est vraiment une échelle qui n'a aucun rapport. Tout à l'heure, tu demandais aussi les différences quelque part avec les États-Unis. C'est qu'on a beaucoup moins de concurrence aussi en Asie que sur un marché comme les États-Unis. Donc nous, la chance qu'on a eue, c'est qu'assez vite, on s'est rapproché du gouvernement de Singapour parce qu'on organise leur conférence Switch, qui est leur gros événement start-up, où on ramène des start-up partout dans le monde pour elles, qu'on invite à Singapour, qui vont créer une filiale à Singapour. Ils dépensent énormément pour attirer les start-up. Donc il y a des énormes bourses qui sont mises en place et ils nous aident à nous développer localement. Et les entreprises là-bas sont souvent implantées à Singapour ou à Hong Kong, mais ont des présences dans tous les pays d'Asie-Pacifique, donc jusqu'à l'Australie. Donc on a eu beaucoup de deals aussi qui sont tombés en Australie, même côté Moyen-Orient, Qatar, Dubaï, Émirats, via Singapour, alors qu'on n'est pas beaucoup plus loin en Europe qu'on est de l'Asie. Et pourtant, nos deals ils sont plutôt venus de la zone asiatique. Justement, tu fais bien la transition et c'est aussi une porte effectivement pour le Moyen-Orient et c'est un peu la même question. Je veux dire, pourquoi est-ce que c'est pas le Moyen-Orient n'est toujours pas un peu l'Eldorado aussi des startups? On voit de plus en plus d'événements qui sont organisés là-bas. Alors, je vais pas dire que tous les jours il y a un plan à 50 milliards qui est annoncé, mais il y a effectivement beaucoup d'argent. Pourquoi on va pas encore trop dans ces géographies? Tu veux que je réponde ou... Oui. En fait, déjà, il y a des capitaux aux Émirats. C'est-à-dire qu'il y a pas. Il faut différencier l'argent. Alors oui, ils ont beaucoup d'argent. Tu disais, ils font des plans astronomiques avec beaucoup de milliards. Donc il y a des capitaux. Donc ça peut être intéressant d'avoir. Enfin, il y a des family office extrêmement puissants. Il y a des investisseurs qui sont puissants. Il y a de l'argent, donc ils peuvent aider. Maintenant, pour développer un écosystème startup, il faut des équipes d'engineering. Il faut des équipes techniques et en fait, il faut développer cette partie-là. Et cette partie-là, elle n'est pas encore suffisamment. L'écosystème de start-up de Dubaï, il y a des fondateurs qui sont là-bas pour des raisons fiscales qu'on peut comprendre. Maintenant, l'écosystème de toutes les équipes techniques qui sont à Dubaï, peut-être que ça viendra. Maintenant, on le voit pas de manière très active d'avoir des équipes techniques qui vont développer les start-up en local. Mais après, ça risque de changer parce que tout va très vite dans les Émirats, donc c'est possible. Toi, Johan, tu y vas de temps en temps? Ouais, donc dans les Émirats, on travaille beaucoup avec le gouvernement du Qatar notamment. Les différents pays locaux
essayent tous de prendre Singapour comme exemple. Ce qu'ils se disent, c'est que Singapour était une cité-État qui a été créée quasiment de rien, sans aucune énergie particulière, avec aucune ressource particulière. Ils ont réussi à créer une place assez unique au monde. Et ils le prennent tous en exemple en se disant, nous, on a la chance d'avoir plein de ressources aujourd'hui. On sait que dans 30, 40, 50 ans, on les aura plus forcément. Donc comment on fait pour investir cet argent aujourd'hui dans l'innovation, dans les startups, dans la tech, dans le business, pour demain devenir des places comme le sont Singapour, ou l'a été, on peut dire, Hong Kong, il y a quelques années. Donc ils essayent vraiment de dupliquer ce modèle-là. Donc il y a beaucoup de liens aujourd'hui qui existent entre Singapour et ces zones géographiques, d'où comment Agorize a été connecté sur ces nouvelles géographies. En effet, ils n'en sont pas du tout encore au stade d'avoir des équipes locales, mais ils investissent énormément pour attirer des startups partout. Sur les capitaux sont présents, le seront de plus en plus, et il y a de plus en plus de focus, je suis d'accord avec toi à 100%. Les capitaux sont présents et ils créent des premiers incubateurs, des accélérateurs, ils essayent d'attirer les startups vraiment localement. Nous, toutes les semaines, ils nous demandent de venir créer un bureau local. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en train de naître. Après, est-ce que ça va prendre ou pas, on va le savoir dans les prochaines années. Mais en tout cas, ils investissent beaucoup. Ils investissent aussi beaucoup à l'international. C'est-à-dire que les capitaux sont très présents en dehors aussi des Émirats, de tous ces pays-là. Que ce soit dans les fonds ou directement dans quelques startups. Et est-ce qu'il y a un profil ou pas d'entrepreneur, là, quelle que soit la géographie, mais l'entrepreneur qui sait bien passer à l'échelle, qui sait scaler? Est-ce que vous en avez vu? Bon, toi, tu en es un, donc... Non, je crois pas. Peut-être l'entrepreneur qui est à l'écoute, en fait, qui est dans la communication, qui est à l'écoute et qui est ouvert. Mais je pense pas qu'il y ait de profil type. Moi, je fais plus la dichotomie entre est-ce que je fais une start-up qui est compatible VC, ou est-ce que je fais une entreprise, et ce qui est très bien aussi, mais qui n'est pas à l'échelle VC. Et c'est là la grosse différence. C'est-à-dire que si je fais une start-up à l'échelle VC, il faut regarder en fait ce que veulent ces investisseurs. Ils veulent de la croissance, ils veulent des exits. Ils ont des investisseurs dans leurs fonds. On a des investisseurs dans nos fonds qui espèrent un très bon retour sur investissement. Et ça implique de scaler, de rêver grand, d'aller loin dans le développement de la boîte. Donc je fais plus une distinction entre je fais une boîte que je peux financer avec la dette et qui n'est pas VC versus une boîte VC qui doit par essence scaler. Thibaut, t'envoies, toi. Alors, je suis d'accord sur le fait qu'il n'y ait pas forcément des profils. Maintenant, il faut avoir un mindset de se dire, si je veux faire une société internationale, il ne faut pas tout avoir concentré à Paris, dans le Marais, tous dans les mêmes bureaux. Donc, en fait, par rapport aux organismes de direction. Et en fait, les fondateurs qui ont une volonté d'aller à l'international et qui se disent tiens, peut-être que pour le marketing il me faut quelqu'un aux États-Unis, peut-être qu'il me faut quelqu'un en Asie sur un certain nombre de fonctions. C'est comme ça qu'on commence à internationaliser les sociétés et pas simplement rester en gardant le même état d'esprit, tous dans le même bureau, en tout cas à l'échelle de la direction. Si on a ça comme état d'esprit, c'est plutôt bon. Après, ce qu'il faut, c'est des gens qui ont du drive, qui ont de l'ownership, qui sont prêts à s'impliquer en local, parce qu'en fait, c'est difficile. C'est-à-dire que quand toi, tu le sais, parce que tu as développé beaucoup de pays, et tu me disais que tu as besoin de plus voyager maintenant. Et en fait, les équipes, elles ont besoin de ça. Elles ont besoin de voir les fondateurs, de discuter avec eux. Et en fait, c'est ça qui permet aussi d'avoir un engouement international. Qu'est-ce que tu fais, Johan? Je pense que... ce que je racontais tout à l'heure, c'est que on est présent dans plusieurs pays, mais je me suis jamais déplacé personnellement dans les autres pays. Mais la chance qu'on a eue, parce que dans tous les incubateurs que j'avais fait, on m'avait dit quand vous voulez vous développer à l'international, il faut absolument se déplacer, être présent localement. Je l'ai jamais fait. Mes associés avec qui j'ai créé Agorize l'ont jamais fait non plus. Mais pourquoi on a réussi à jamais le faire? Parce qu'en fait, on a des personnes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on a envoyées localement, qui étaient de confiance, qui connaissaient la culture d'Agorize, qui étaient avec nous pendant 4 ans, 5 ans en France, avec qui on se comprenait, mais en 3 minutes, on s'est tout dit sur une discussion d'1 heure, quoi. Et donc ces personnes-là de confiance, en fait, c'était vraiment des relais locaux sur les différentes géographies, ce qui nous a permis de ne pas y être personnellement. Par contre, le jour où ces personnes partent, c'est là où, bien sûr, il faut y aller beaucoup plus pour recréer cette culture et ce mindset global. Mais je pense que ta réponse sur l'écoute, je suis assez d'accord que c'est le point central, à mon avis.
autant l'écoute avec les clients locaux, parce que c'est le fuel de l'entreprise, et être capable de s'adapter, parce qu'on ne va pas vendre le produit de la même façon. Même ce qu'on vend, ça va être différent d'un pays ou d'une zone géographique à une autre. Donc il faut arriver à bien l'adapter. Et c'est aussi l'écoute avec nos salariés, parce que créer une équipe locale en France, à Hong Kong, à Singapour, au Canada ou sur d'autres zones géographiques, c'est pas forcément les mêmes façons de faire, les mêmes habitudes RH. Et donc il faut vraiment comprendre la façon de faire, la façon d'être, et c'est des choses qui prennent quand même beaucoup de temps, d'où aussi une des raisons qu'on a eu de pas ouvrir trop de pays tant qu'on reste relativement petit, mais plutôt se dire on crée des hubs qui permettent de gérer d'autres zones géographiques à des points plus centralisés. Et moi, juste pour compléter, mais j'ai une vraie conviction, c'est que je pense que les entrepreneurs doivent mettre les mains dans le moteur et que du coup, à un moment donné, quand on lance les US, si on n'y va pas en tant que fondateur ou cofondateur ou enfin core team, c'est-à-dire vraiment des gens qui sont là depuis le début de la boîte et qui représentent la boîte dans ses tripes, c'est très compliqué. Recruter quelqu'un qui va devenir general manager de la filiale américaine, enfin ça marche pas. Enfin, il n'y a pas de modèle où ça a marché. Il faut qu'à un moment donné, il y ait une implication vraiment de la part des entrepreneurs qui ont créé la boîte, d'y aller. C'est pas forcément à vie, mais voilà, d'y aller, de comprendre, de sentir, d'écouter et de développer. Pour bien recruter et après que la boîte vole de ses propres ailes dans ce pays-là, mais c'est très important. C'est vrai qu'on a plein de bons exemples comme ça en France. Écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé tous vos insights. Merci à toi. Merci à vous. Merci. Merci. Merci beaucoup.